Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On ouvre les portes du vestiaire de LNH.com. Jean-François Chaumont, en vous rappelant que cette portion d'émission vous est présentée par Desjardins. Jean-François, tout d'abord, bonne semaine et heureux temps des fêtes. Un reportage intéressant de Guillaume Lepage sur LNH.com qui parle de Caleb Desnoyers des Wildcats de Moncton comme le seul représentant de la LHJMQ, encore une fois pour Équipe Canada qui se prépare au championnat mondial junior, elle qui a fort à faire pour se reprendre des deux contre-performances des championnats précédents. Bref, là où je m'en viens là-dedans, c'est que Caleb Desnoyers, encore un seul de la LHJMQ au sein de l'équipe canadienne, à un moment donné, faut-il se poser la question, Québec puis la LHJMQ, est-tu mieux de jouer tout seul dans son camp et d'avoir son propre club? Bien, c'est une représentation qui est, ma foi, très, très faible, Nick. Tu fais bien de le mentionner, mais c'est aussi un reflet des derniers repêchages, des dernières saisons. S'il y a une déception, c'est probablement l'absence de Justin Carbonneau. Justin Carbonneau qui a un but par match cette saison. Là, si ma mémoire est bonne, c'est 23 buts ou 22 buts en 23 ou 22 matchs avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il y avait également des espoirs pour Xavier Villeneuve, petit défenseur avec l'Armada encore une fois. Les deux ont été ignorés. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette saison? Par contre, c'est au lieu d'inviter une trentaine de joueurs comme on le faisait dans le passé, bien, on en invite, je crois que c'est 15 attaquants, 9 défenseurs, 3 gardiens. Donc, l'équipe à 90-92% est déjà complète. On devrait retrancher un attaquant, un défenseur et un seul gardien. La mentalité de Dale Hunter, la philosophie, c'est qu'on veut travailler avec un plus petit groupe. On veut travailler avec l'équipe en réalité qui va représenter le Canada. Donc, se servir des prochains jours, la semaine prochaine, justement, Guillaume Lepage va voyager du côté de Niagara Falls pour le camp d'équipe Canada. Mais oui, c'est une déception de voir uniquement un joueur de la Q, mais cette année, ça avait été quand même un repêchage intéressant avec Caleb Desnoyers, Justin Carbonneau, Bill Zonen, 3 joueurs au premier tour, mais les 2 encamps précédents, il n'y en avait aucun au premier tour. Donc, ça montre une certaine faiblesse du côté de la JMQ. Puis historiquement, bien, on le sait, il y a toujours eu plus de joueurs de la OHL, de la WHL. C'est rare que la formation est garnie de joueurs de la LHJ. Ouais, là, tu montes du hockey et ça part très, très bas dans les plus bas novices, pré-novices, puis envoyez donc, il y a de la maudite politique là-dedans, puis Dieu sait comment qu'il y en a. Jeff, c'est justement, est-ce que c'est encore là une confirmation de comment que ça se passe derrière des portes closes, puis les jeux de coulisses, puis envoyez donc? On sait qu'il y a des lobbies qui se font pour avoir tel joueur, puis tel grade de joueur là, au sein de l'équipe. Oui, mais tu sais, c'est Dale Hunter, l'entraîneur-chef, du côté des Dale Hunter et l'entraîneur des Knights de London. Il y a quand même une présence de la JMQ avec Graham McDougall. Graham McDougall a réussi à inviter Caleb Desnoyers. Mais là, c'est pas une surprise. Caleb Desnoyers mérite son invitation. C'est un gars qui roule à fond de train depuis le retour de sa blessure. C'est un 4e choix au total également avec le Mammouth de l'Utah. Donc, il n'a pas volé sa place. Justin Carbonneau, c'est un attaquant, c'est un marqueur. C'est un gars qui aurait pu aider en supériorité numérique, qui a un flair pour le filet adverse, mais c'est peut-être pas celui qui répond aux critères d'un joueur de 4e trio qui va amener de l'énergie. Tu sais, c'est le classique qu'on veut former une équipe, pas simplement inviter les 23 ou 24 meilleurs joueurs à porter le chandail du Canada. Mais oui, il y a toujours un petit peu de politique. Sauf que j'ai comme le sentiment que même si c'est un entraîneur du Québec qui obtient le mandat de la LHJMQ, mais c'est quand même rare qu'on voit plus que 5-6 joueurs de la LHJMQ. Cette saison, c'est quand même bas, mais je ne tombais pas en bas de ma chaise quand on a obtenu la confirmation ce matin qu'il y avait uniquement Caleb Desnoyers.
Une confirmation également, celle de l'absence pour au moins 2 semaines de Shane Pinto pour les Sénateurs. Ouais. Et on voit que dans le match de samedi, en son absence, on voit qu'il y a un manque de profondeur puis que ça ne tient qu'à un fil pour compenser justement sa perte. En ce moment, Pinto, avec cette perte-là des Sénateurs, se retrouve là, basically, là, au fond du classement dans l'Est. Ça nous dit encore une fois qu'au moindre soubresaut, ben, ça peut aller très, très mal pour vous autres. Et on voit que des équipes commencent à se séparer. Comment tu vois ou tu juges la situation des Sénateurs en ce moment? Et est-ce que cette situation-là, au moment où on se parle, pourrait forcer peut-être le DG à être un petit peu proactif à ce niveau-là? Ben, ça, je pense qu'il y a beaucoup de DG qui se posent des questions. Des joueurs de centre, par contre, ça reste une denrée rare. Shane Pinto joue un rôle crucial chez les Sénateurs, mais cette équipe a quand même la chance d'avoir Tim Stützle, d'avoir Dylan Cousins. C'est quand même 2 premiers centres intéressants. Il y a Lars Eller également, qui est un vétéran. Eller sur la liste des blessés en ce Oui, moment? blessé en ce moment. Il y a pas de, blessé. on n'a pas dit encore c'est quoi la nature de son... de sa son blessure. absence. Ouais. Bon, il y a Stephen Halliday qui peut remplir un rôle de dépanneur si on veut. Mais tu sais, la question était posée à Brady Tkachuk. J'écoutais la petite mêlée de presse de Brady Tkachuk. Je pense que c'est Julian McKenzie qui lui parlait du classement dans l'Est. C'est fou, Nick, à quel point là, les Sénateurs sont une mauvaise passe. Il y en a échappé quoi? 3 d'affilée, je crois, du côté d'Ottawa. Mais si tu renverses puis tu y vas de 2-3 victoires, tu reviens immédiatement dans le portrait des séries. Le Lightning de Tampa Bay joue ce soir du côté de Toronto. Si jamais le Lightning n'accroche pas de points contre les Maple Leafs, bien, mardi soir au Centre Bell, c'est un duel Tampa Bay-Montréal avec peut-être à l'enjeu le premier rang de la division Atlantique. Puis, même du côté de Montréal, ils ont perdu hier contre les Blues. C'est un parcours un petit peu en montagne russe pour le CH depuis plusieurs semaines. J'ai le sentiment que c'est un effet miroir avec les Sénateurs. Peuvent partir sur une bonne séquence, peuvent glisser un petit peu. C'est 2 équipes que si jamais tu as des blessés, ça peut faire mal. Il y a des noms qui circulent. On a entendu parler de Philippe Danault Phil Danault. Du côté des Kings de Los Angeles. Là, je déteste parce que si dans la réalité de 2025, si tu dis moindrement de quoi, il y a un site qui peut te reprendre, mais c'est le type de joueur de centre avec de l'expérience, qui gagne des mises en jeu, qui est bon en infériorité numérique, n'a pas une saison formidable du côté de Los Angeles, loin de là, mais est-ce qu'un nouvel environnement pourrait lui donner un coup de main, un souffle nouveau? C'est pas impossible. C'est le joueur de centre qui peut être attirant pour une équipe qui cherche à se maintenir dans le portrait des séries. Mais j'ai l'impression, Nick, qu'on va... C'est fou, là, on n'est même pas au 30e match de l'année. Puis on parle déjà de course, on parle d'implication pour le classement. Tu sais, samedi soir, j'étais du côté de Toronto pour un match Montréal-Maple Leafs. Puis j'avais quasiment le sentiment que le discours qui se répétait, sans parler d'un match de 4 points, là, c'était ça. C'est un gros match de division. C'est un match qui va être intense. Il va y avoir de l'émotion. Puis ça, on parle d'une rencontre là, de début décembre dans le calendrier. Donc, je pense qu'il faut s'attacher puis continuer de se dire que ça risque d'être serré jusqu'au mois d'avril dans un calendrier qui est drôlement condensé. Ouais, ça ajoute au spectacle, évidemment. Parlons de ton passage à Toronto alors que tu as un article là, sur le NNH.com sur Nicolas Roy. Je trouve ça intéressant parce que nous autres, des Québécois, puis je sais pas, le francophone. Dans les marchés canadiens, on sent toujours qu'on est mieux préparé pour faire face à la musique. Peu importe la situation, on sait qu'il y a de la pression quand on va jouer au hockey. Mais intéressant de voir que pour Nicolas Roy, c'est une adaptation à son nouveau marché. Lui qui arrive de Las Vegas, puis qui doit s'adapter au site médiatique de Toronto, puis qui parle de se faire reconnaître de plus en plus dans la rue. Je trouve ça un peu bizarre provenant d'un Québécois parce qu'il me semble que ça devrait être un naturel d'être un bon fit, peu importe le marché. Oui, mais sa réalité pour lui comme hockeyeur professionnel, c'est tout début, c'était avec le Hurricanes de la Caroline. Il n'a pas joué longtemps du côté des Hurricanes, mais ensuite avec les Golden Knights de Vegas. Oui, Vegas, par contre, pour une équipe américaine, c'est un bon marché. Il y a une présence médiatique, mais si tu sors moindrement de l'environnement, le centre d'entraînement est à Summerlin, en banlieue de Vegas. Là, possiblement qu'il peut se faire reconnaître dans un café ou à l'aréna, dans les commerces avoisinants. Mais s'il s'en va sur la strip à Vegas, il passe complètement incognito.
Ça, c'est la réalité de Vegas, où c'est une immense ville avec un paquet de concerts, un paquet d'événements. Puis Nicolas disait que à Toronto, ce qu'il trouve difficile, puis il a débranché ses réseaux sociaux. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Il l'avait fait une première fois quand il jouait en finale de l'Ouest entre Montréal et Vegas. Il disait que ça l'influençait d'une façon négative de lire ce qu'on pouvait écrire au sujet de l'équipe ou à son propre sujet. Puis avec les Maple Leafs, ça a été rapidement le même constat. Il n'y a pas besoin d'aller faire un tour sur X ou sur Twitter là, pour savoir ce qui se passe dans son propre quotidien. Il s'est vite aperçu que ça le grugeait un petit peu mentalement. Ça lui amenait un stress inutile. Mais c'est un joueur, par contre, qui commence à trouver ses repères avec les Maple Leafs. Craig Berube lui donne un temps de jeu avoisinant les 15 minutes, joue en désavantage numérique, joue sur la deuxième vague en supériorité numérique. Puis a commencé à obtenir des points dernièrement. Là, ces 5-6 derniers matchs, c'est près d'un point par match pour Nicolas Roy. C'est un gros joueur de centre qui a une bonne vision du jeu aussi, donc donne un coup de main. Puis peut-être pour lui, le plus gros bobo aussi de débarquer dans une ville canadienne, c'est que c'est le joueur qui a été acquis dans la transaction Mitch Marner. Ouais. Même si c'est uniquement une transaction papier, entre parenthèses, là, les Golden Knights devaient libérer un salaire. C'est Nicolas Roy qui a écopé. Nicolas Roy n'a pas été échangé 1 pour 1 contre Mitch Marner. Mais il y a parfois des partisans un peu plus limités, point de vue intelligence, qui vont faire un lien trop direct, qui vont dire c'est quoi cette transaction-là, etc. Donc, peut-être que c'est à ce niveau-là que ça le dérangeait quand il regardait les réseaux sociaux. Une bonne acquisition quand même pour Toronto. Lui qui amène quelque chose, un élément qu'on n'avait pas nécessairement dans la formation de Toronto, mais en ce moment, disons qu'on s'ennuie un peu de Marner. On vous invite à lire ce qui se passe sur le lnh.com, mesdames, messieurs. Jean-François Chaumont, à qui on dit un gros merci et une bonne fin de journée. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.